Donc, je suis Clémentine Estric, je suis psychiatre sur le CHU de Nîmes en Occitanie. Je vous remercie beaucoup, toute l'équipe du GHU de Paris, de me réinviter, puisque c'est la deuxième participation que je fais avec vous pour ce cycle des troubles de la personnalité. Dans l'hiver dernier, j'avais pu intervenir et on avait fait ensemble un topo sur les nouvelles manières de pouvoir classifier et comprendre les troubles de la personnalité, notamment sévères au sens de borderline. Et donc, on avait eu le plaisir aussi de partager ensemble et de pouvoir répondre aux questions. Et donc, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui à nouveau pour poursuivre un petit peu ce sujet-là et vous présenter un peu plus en détail les principes d'intervention précoce et de rétablissement dans ces troubles de la personnalité sévère, donc borderline, et vous parler un petit peu de la mise en place de mon centre ressources AID France, puisque nous avons ouvert en septembre dernier, donc on n'est pas loin d'1 an de fonctionnement, et donc je vais pouvoir vous parler un petit peu de comment nous fonctionnons sur Nîmes autour de ce centre AID France. Bonjour, Bonjour Hayden, tu vas bien? ça va et vous? Je te remercie d'être avec nous. Avec Si tu, plaisir. si tu es d'accord, je fais quelques diapos pour remettre un petit peu de contexte autour du trouble borderline et je te laisse la parole pour parler un petit peu principalement de ton parcours, toi, de rétablissement. Pas de souci. Puisque Hayden, du coup, est un jeune, que je vous pose un petit peu le contexte aussi pour Hayden, c'est un jeune qui donc a pu bénéficier de soins sur l'hôpital de Nîmes depuis plusieurs années et en hospitalisation complète et ensuite en ambulatoire pour des conduites impulsives de mise en danger, principalement dans le cadre d'un trouble de la personnalité borderline, et qui, avec les années, a pu véritablement s'inscrire dans un parcours de rétablissement avant même qu'on ait l'équipe AID France. Mais on avait déjà un petit peu les principes et les valeurs que nous voulions instaurer à Nîmes avant même d'avoir l'équipe disposée pour faire tout le travail. Et donc Hayden, avant même que AID France n'existe, avait déjà expérimenté ce parcours-là, est encore en cours de rétablissement. Mais si c'est toujours bon pour toi, Hayden, aujourd'hui, de pouvoir partager cela avec tous les professionnels sur Paris et partout en France qui nous écoutent et qui sont en majorité des spécialistes aussi des troubles de la personnalité. Donc, ils connaissent cette thématique très bien et voilà, et ils connaissent aussi les principes d'intervention précoce et de rétablissement. Donc, je pense que l'idée pour toi, ça va être vraiment de pouvoir expliquer en quoi tu as évolué, sur combien de temps, qu'est-ce qui a pu changer en toi et comment tout ça, ça s'est inscrit pour toi et tes proches au fil des années. D'accord, très OK? bien. Donc, je fais quelques diapositives d'introduction et puis je te laisse la main. D'accord. Donc, dans un premier temps, on va faire ça. On va parler un petit peu de principe très rapide du trouble de la personnalité et on va laisser Hayden vous parler de son rétablissement. Et puis, dans un deuxième temps, je vous parlerai du modèle HYPE, qui est un modèle donc, qui est originaire d'Australie, du groupe Origine Spécialiste Programme à Melbourne et qu'on a pu adapter en France suite à l'obtention d'un FIOP et je vous détaillerai un petit peu le modèle. Donc, le trouble de la personnalité sévère au sens borderline, c'est un trouble mental fréquent et grave qui se définit principalement par les notions d'instabilité. Instabilité tout d'abord émotionnelle, instabilité de l'impulsivité, instabilité des relations, donc dans la relation à soi et dans la relation aux autres, avec de lourdes conséquences et un lourd impact fonctionnel dans la manière dont les jeunes sont hospitalisés principalement, passent aux urgences, peuvent rester longtemps, dans la manière dont ils peuvent se mettre en danger avec beaucoup de types de comportements impulsifs de mise en danger, que ce soit des prises de substances, des automutilations, des consommations alimentaires aussi, ainsi que des conduites automobiles à risque, sexuelles à risque, etc. C'est tout ça qui fait le cœur du diagnostic. Et bien sûr, tout le champ de la symptomatologie dissociative qui est très fort dans ce trouble-là,
voire même la symptomatologie psychotique, voilà, pas seulement subpsychotique ou dérivée, il y a également parfois des symptômes psychotiques qui sont associés et qui nous montrent bien que ce diagnostic de trouble de la personnalité sévère s'inscrit dans ce graduum du trouble de la personnalité avec le pattern spécifique borderline, notamment avec tous les comportements que j'ai pu vous citer, et qui donc explique les mises en danger si répétées, si sévères, et donc le potentiel suicidaire élevé, notamment pour les patients les plus jeunes, donc les plus sévères. C'est un trouble qu'on sait très fréquent. En population générale, on estime la prévalence à 1 ou 2%. Il y a certaines études qui parlent aussi de 10% dans les populations spécifiques d'adolescents ou de jeunes adultes. Il y a des études aussi qui sont plus pondérées, voilà, autour de 1 à 6%. Et on sait que c'est une prévalence encore plus importante dans notre population clinique en psychiatrie, puisque environ 10-20% des populations qui consultent en ambulatoire ou qui sont hospitalisées, tout âge et tout type d'hospitalisation, présentent un trouble de la personnalité borderline, et parfois jusqu'à près de 50% des patients qui sont hospitalisés dans des unités post-urgence psychiatrique véritablement pour mettre à l'abri de gestes suicidaires ou directement post-gestes suicidaires. Donc c'est un trouble qui est un trouble fréquent en population, qui est un trouble sévère, et on va le voir aussi sévère pour le retentissement qu'il a pour les personnes qui en souffrent. Et c'est un trouble finalement qui était peu d'intérêt sur les dernières décennies et qui, au vu, je pense, de l'impact fonctionnel et de sa prévalence dans nos pratiques, arrive peu à peu, et nous en sommes ravis, dans les centres d'intérêt et les priorités de santé publique. C'est un trouble qui est donc sévère par le potentiel suicidaire élevé, donc le taux de mortalité qui est élevé, que l'on estime autour de 10% environ. Voilà, ces chiffres peuvent être également dépendants, bien sûr, de la tranche d'âge que l'on considère, du milieu que l'on considère, puisqu'on sait qu'il y a aussi un gradient qui est assez dépendant du milieu socio-économique dans lequel vivent les personnes. Le trouble borderline est 6 fois plus fréquent dans les populations précaires. Voilà, c'est un trouble qui, donc, par le fait, est composé d'une multitude de symptomatologies liées à cette impulsivité, à cette instabilité, mais également qui voit s'associer de nombreuses comorbidités psychiatriques et ou co-occurrences également, que ça soit dans le champ des troubles de l'usage de substances, des troubles du comportement alimentaire, des troubles anxieux, des troubles de l'humeur, unipolaire ou bipolaire, des troubles douloureux et donc somatoformes psychosomatiques associés qui sont aussi très fréquents, des troubles donc de dysphorie de genre qui sont aussi très fréquents, notamment dans les populations les plus jeunes. Et voilà, je crois que j'ai passé un petit peu. Et bien sûr, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est des comorbidités très importantes aussi de troubles neurodéveloppementaux. Donc comorbides ou co-occurrents, et je parle principalement du TDAH, des 10 et des troubles du spectre de l'autisme que l'on voit aussi fréquemment associés. C'est un trouble qui, pour la société, représente un coût très important, pour les établissements aussi, lors des hospitalisations complètes qui sont souvent répétées et qui sont souvent longues, et pour lequel d'autres systèmes que celui sur lequel parfois certains établissements sont basés ont pu être testés à l'étranger, ont montré une efficacité supérieure, et c'est vraiment le propos que je tenais à partager aujourd'hui avec vous, c'est que nous pouvons faire bouger les choses pour prendre en soin les personnes souffrant de troubles de la personnalité borderline, et nous avons des modèles qui existent déjà et qui ont montré une efficacité. C'est un trouble aussi qui est très stigmatisé, à la fois en population générale, même s'il reste méconnu, et surtout probablement par les populations de soignants, les professionnels de santé. Et je crois que ma collègue Charline Magnin de Lorient a pu venir vous en parler il y a quelques semaines. C'est un trouble aussi qui a une évolution un petit peu spécifique dans les troubles de la personnalité, puisque c'est un des troubles de la personnalité qui a une évolution la plus favorable, avec en général une évolution
qui va même être très favorable autour de 10 ans après les premiers symptômes, puisqu'il y a des études, des études populationnelles sur plusieurs décennies qui montrent qu'après 10 ans, après les premiers prodromes, plus de 91% des personnes ne présentent plus assez de critères au sens du DSM-5, c'est-à-dire plus de 5 critères sur 9, peuvent tout à fait rester sous seuil, bien évidemment, mais malheureusement, même si cette évolution de symptômes cliniques est forte, eh bien, l'impact sur le fonctionnement psychosocial et principalement des jeunes reste très élevé, avec plus de 1 patient sur 2 qui ne retrouve pas ou qui ne trouve pas un fonctionnement satisfaisant. Donc, c'est ça qui est très important pour nous aujourd'hui et c'est sur ça qu'on va baser notre propos. Sur le principe du modèle d'explication psychopathologique et étiologique, eh bien, comme d'autres troubles en psychiatrie, cela repose sur un modèle biopsychosocial, donc d'interaction gène, environnement et développement, sur lequel j'avais plutôt détaillé ma conf la dernière fois et donc sur lequel je ne reviendrai pas. Et donc, tous ces éléments-là nous permettent d'ouvrir le champ des possibles dans le cadre du traitement de manière ouverte, puisque à ce jour, le gold standard, effectivement, reste la psychothérapie. Mais on sait également que certains autres pays dans le monde, l'Australie bien sûr, mais aussi le Canada et d'autres pays en Europe également, ont basé dans les troubles de la personnalité borderline non plus centrés sur certains modèles de psychothérapie, même s'ils sont présents et qu'ils sont proposés selon le besoin, mais ont basé leurs soins sur des modèles de gestion de cas, ce que l'on appelle le case management, qui vise une réhabilitation psychosociale des jeunes pour atteindre leur établissement personnel. Et c'est cette ouverture des perspectives que l'on va discuter. Un point clé que je voulais partager avec vous, c'est dans l'explication de l'origine des troubles de la personnalité, notamment borderline, il me semble que le réductionnisme est scientifiquement erroné et nuisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus considérer que le trouble borderline n'est qu'un attachement désorganisé, n'est qu'un trouble traumatique du développement, ne serait que l'issue d'une invalidation émotionnelle, ne serait qu'un modèle centré sur les émotions, ne serait qu'un modèle également centré sur le self-concept. Ces concepts-là sont probablement vrais, font partie d'un maillage, mais qui est complexe et ne serait pas suffisant pour voir l'émergence du trouble de la personnalité borderline. Et ça me semble central pour comprendre sur quoi repose le trouble de la personnalité. Donc, on a vu les différentes dimensions cliniques qui sont les plus représentées dans ce trouble-là, que ce soit sur le plan émotionnel, impulsivité, dissociation. Mais un autre point que je voulais partager avec vous, c'est l'impact relationnel fort dans la relation à soi et dans la relation aux autres, qui ne doit pas seulement être compris comme une conséquence du trouble de personnalité borderline, mais également comme la source du problème et de sa mise en place. Et ça me paraît vraiment important. Aujourd'hui, on peut faire aussi bouger nos lignes dans la manière dont on pose le diagnostic, puisque de nombreuses études se sont intéressées à la fiabilité, à la validité du diagnostic chez les adolescents et retrouvent une possibilité de pouvoir parler de ce trouble de la personnalité lorsque on a assez de symptômes, comme à partir de 18 ans, chez les plus jeunes, chez les ados à partir de 12 ans. Donc, on peut se permettre, avec bien sûr le recul sur les symptômes nécessaires et la sévérité observée, pouvoir commencer à faire de la détection précoce et donc de l'intervention précoce dès 12 ans. Et ce que l'on sait, c'est que c'est un trouble qui, en majorité, dans sa prévalence et surtout dans la sévérité des symptômes que l'on voit, c'est un trouble du jeune adulte, puisque le pic de prévalence et donc le pic de sévérité s'observe en grande majorité entre l'âge de 15 et 25 ans, avec à l'âge de 24-25 ans environ un jeune sur 5 qui aura souffert d'un trouble de la personnalité et parmi eux encore un sur 5 qui aura expérimenté cette forme sévère au sens de borderline. Donc nous avons un gros travail de détection d'intervention précoce à mener qui va avec, me semble-t-il, un travail de déstigmatisation de ce trouble-là, et notamment dans nos propres populations de professionnels de santé. Comme je vous disais, l'évolution est favorable, ce qui parfois permet de discuter un petit peu le concept du trouble de la personnalité. Certaines équipes le discutent en ce sens d'une évolution favorable, qui n'est pas forcément le cas
de tous les troubles de la personnalité. Pour autant, cette instabilité dans le temps et donc cette évolution favorable n'est pas un frein à l'utilité clinique et ça me semble important de rappeler. On sait aussi que dans le trouble de la personnalité borderline, comme je vous l'ai dit, il y a bien sûr des comorbidités, des concurrences psychiatriques, mais également somatiques. Et on voit que les personnes concernées sont beaucoup plus à risque de souffrir également d'infections sexuellement transmissibles, d'obésité et d'autres aussi comorbidités cardiovasculaires, AVC, hypertension, diabète notamment, mais également de l'incontinence urinaire, par exemple, du VIH ou des hépatites. Dans le traitement du trouble borderline, c'est un sujet vraiment d'intérêt en ce moment puisque les cliniciens se trouvent désarmés de l'absence de traitement médicamenteux véritablement pour traiter et guérir ce trouble-là. On n'a pas ça à nos cordes à ce jour. Avec même des études qui vont plus loin et qui nous appellent à la prudence en termes de prescription, notamment pour certaines classes médicamenteuses, notamment les benzodiazépines, qui sont montrées comme augmentant les risques de passage à l'acte suicidaire et qui voilà, nous appellent véritablement à éviter au maximum la prescription notamment de benzodiazépines chez ces patients-là ou de manière très cadrée et très limitée dans le temps pour essayer de passer une crise, par exemple sous surveillance, etc., ou avec recontrôle régulier. Ce que l'on voit, c'est que les traitements médicamenteux, ils sont par contre trop souvent encore utilisés, mais parfois bien sûr nécessaires, pour pouvoir apaiser des symptômes très bruyants, très sévères, des symptômes d'anxiété, des symptômes thymiques parfois qui sont associés, et également pour pouvoir gérer les comorbidités qui sont très fréquentes. Je vous encourage à regarder les dernières guidelines de l'American Psychiatric Association, qui effectivement propose aussi un large panel pour mieux comprendre les différents types d'interventions de psychothérapie qui sont proposées dans le monde aujourd'hui. On voit qu'il y a de nombreux courants qui sont représentés avec de nombreuses études également. Et je vous encourage à tester votre pratique avec une petite enquête pour regarder si vos pratiques sont conformes à l'American Psychiatric Association. Donc à ce jour, effectivement, la plupart des études, et qui sont reprises dans de très grandes méta-analyses aussi de Stauffer et de Storebo dans les années 2020 notamment, ont montré que bien sûr, les psychothérapies sont à ce jour le traitement de référence dans le trouble de la personnalité borderline avec le niveau de preuve le plus élevé de ce que nous avons aujourd'hui, mais qui parfois reste un niveau de preuve finalement modéré. Ça, c'est un point qui me semble important de soulever ensemble, avec bien sûr une réduction des hospitalisations, des passages aux urgences, de l'utilisation des médicaments, des comportements impulsifs, de mise en danger. Mais il me semble qu'il est important d'avoir une réflexion aujourd'hui sur, bien sûr, l'apaisement des symptômes que l'on recherche, bien sûr, lorsqu'un patient rentre en psychothérapie, mais également peut-être de s'ouvrir à la réflexion sur comment on peut améliorer l'impact fonctionnel du trouble dans la vie quotidienne. Et parfois, les psychothérapies sont limitées pour cela, d'où l'intérêt que nous avons pour d'autres modèles. Je passe un petit peu sur les différents courants de psychothérapie qui, je pense, vous ont été décrits par de grands experts précédemment. Donc, de la thérapie dialectique et comportementale, de la thérapie basée sur le transfert, la thérapie basée sur la mentalisation et du good psychiatric management aujourd'hui qui nous incite aussi à revenir sur des principes simples et finalement universels pour harmoniser nos pratiques. Si vous êtes intéressé, je vous parlerai également de ce colloque qui aura lieu début octobre, en présentiel à Québec, mais également en visio, autour spécifiquement des troubles de la personnalité. Je vous encourage à vous y inscrire.
Pour les professionnels également, je vous encourage à regarder tous les modules de formation qui ont été conçus par de nombreux experts dirigés par Lionel Caillol via l'Université de Montréal et qui proposent en 36 heures, également pour les internes, une possibilité de se former en ligne avec des modules qui sont dispensés, qui vérifient les connaissances et sur lesquels on est en train de travailler pour voir si des améliorations aussi pourraient être proposées. Et puis, je vous parlerai aussi d'une chaîne YouTube qui s'appelle le Grémo US de nos collègues de Strasbourg, qui permet d'avoir des vidéos à disposition sur YouTube gratuites et de très bonne qualité pour pouvoir approcher les principes fondamentaux des thérapies de troisième vague basées sur la pleine conscience, mais aussi la TCD et la compassion. Donc, je vous encourage vivement à regarder leur chaîne et toutes leurs vidéos pour aussi monter en compétence autour de ces thérapies-là. Et puis, je vous encourage aussi à regarder un film qui avait été élaboré en 2016 avec les grandes stars mondiales du trouble borderline, notamment Marsha Lineha et John Gunderson, qui livrent leurs témoignages sur leurs pratiques en anglais, bien sûr, autour de ce trouble-là et que vous pourrez trouver. Je vous encourage à regarder ce film. On est disponible pour quelques questions si vous en avez. Et avant cela, je laisse la parole à Hayden pour qu'il puisse vous raconter un petit peu son parcours et sa trajectoire d'évolution favorable des dernières années. Et Hayden, je suis à ta disposition si tu as besoin. On est en visio mais pas ensemble, donc tu n'hésites pas et on peut aussi échanger si la salle a des questions en parallèle. Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Hayden et j'ai été diagnostiqué du trouble borderline à l'âge de mes 18 ans. Soit, on va dire, à peu près 6 ans après le début des premiers symptômes d'impulsivité, de difficulté à gérer les émotions, de mise en danger. J'ai voilà, à partir de mes 12 ans, j'ai commencé à me faire du mal, à avoir vraiment des émotions. J'ai toujours eu des émotions très fortes, mais qui devenaient vraiment incontrôlables. Une grande souffrance de, de ces émotions beaucoup trop grandes et voilà, la mise en place de scarifications quotidiennes, même tous les jours, pour essayer d'apaiser ces souffrances. Donc, j'ai passé plusieurs années à voir, donc j'ai vu quelques spécialistes, je faisais beaucoup de crises d'angoisse aussi. Mais le trouble borderline n'était jamais abordé. On m'a qualifié voilà, avec un trouble anxieux généralisé, un haut potentiel émotionnel, beaucoup de choses sur l'anxiété, qui est vrai parce que je suis une personne très, très anxieuse, mais rien qui expliquait concrètement les, ces symptômes, cette mise en danger constante et permanente, ce besoin en fait de toujours aller le plus loin dans la gravité et même ces envies de mourir, hein, parce que je voulais mourir parce que les émotions étaient tellement fortes que à certains moments, rien ne me paraissait plus paisible que de disparaître et de ne plus rien ressentir. Donc, j'ai été hospitalisée à la suite d'une grosse crise suicidaire. Et c'est là que le diagnostic borderline a été posé. Euh, j'ai, j'ai été soulagée de me dire que il y avait un mot, il y avait un nom à ce que j'avais parce que voilà, je me suis dit si c'est connu, c'est qu'on peut m'aider, on peut m'aider à gérer et que je suis pas fou. C'est quelque chose vraiment qui a été très important pour moi parce que j'avais l'impression parfois d'être fou parce que je ne pouvais pas expliquer ce qui se passait en moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Tout ce que je savais, c'est que j'étais submergée et que j'arrivais pas à gérer. J'avais des comportements même parfois agressifs envers les autres parce que c'était tellement intense que voilà, je me perdais dans mes réactions, je vivais l'émotion à fond.
Et à travers mes hospitalisations, on m'a appris à déjà avoir le droit de ressentir mes émotions comme, je les ressentais, mais aussi à les appréhender, à moins me laisser déborder et surprendre par des crises d'angoisse qui arrivaient. J'ai commencé à apprendre à les sentir venir, à mettre des choses en place pour les éviter ou du moins les atténuer, tout en gardant en tête le fait de essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui allait déclencher cette crise, qu'est-ce qui n'a pas été respecté, dans parfois mes valeurs ou même ce que je suis qui m'a vraiment, fait exploser. J'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allers-retours, à l'hôpital les premiers temps. Je crois que j'y allais tous les 2 3 mois, parce que être à l'hôpital me faisait du bien. J'étais isolée, de mon quotidien, mais c'était dur, de revenir à la vie normale, on va dire. Et mais petit à petit, j'ai fini par, espacer, l'hôpital. J'avais un bon suivi, post-hospitalisation, hem, voilà, avec une psychologue, une psychiatre. On m'a mis sous des médicaments pour m'aider à gérer, mon anxiété, médicaments que d'ailleurs je suis en train d'arrêter en ce moment petit à petit, enfin au bout de plusieurs années. Hem et hem et du coup, j'ai vu alors l'évolution, je ne l'ai pas vue tout de suite, long et ça a été très pénible de pas le voir parce que j'avais l'impression de pas avancer. J'avais l'impression de pas y arriver, que j'allais moi jamais m'en sortir. Aujourd'hui, je me rends bien compte quand je regarde plusieurs, années en arrière que je fais moins de crises qu'avant. Il y a moins de mise en danger de ma part et de ma personne. J'ai pratiquement arrêté complètement les scarifications et la mise en danger quelle qu'elle soit. Hem, je suis en capacité d'évoluer en société, un peu mieux qu'avant du moins. Voilà, j'arrive à avoir un travail, une vie et c'est quelque chose qui n'était pas possible il y a encore, 2 ans en arrière, hein. Il y a 2 ans en arrière, j'étais complètement renfermée sur moi et c'est vraiment avec, l'écoute des professionnels de santé, leur présence, le fait de ne pas avoir été lâchée seule dans la nature que vraiment aujourd'hui, je en fait, je peux vivre une vie, à peu près normale, même si j'ai toujours des impulsivités, même si les émotions sont parfois toujours un peu écrasantes et grandes, c'est plus gérable parce qu'on m'a appris à les appréhender, on m'a appris à les gérer et je peux vraiment agir dessus. Aiden, Je on te remercie pour ton témoignage précieux. Est-ce que tu accepterais de nous dire quelques mots sur l'impact que tu as trouvé qu'avait eu sur toi la participation de tes parents au groupe Connexion familiale? Parce que je crois qu'il y a aussi des thérapeutes et peut-être aussi des parents des professionnels qui sont impliqués dans tout le réseau, tu sais, de Connexion familiale, qui est aussi un réseau national et bien sûr à l'international. Et ce qui a été assez frappant, donc, c'est que donc, tes deux parents ont pu participer à Connexion familiale et que toi, par ricochet, tu as observé des choses vraiment directement en toi. Et si tu veux bien livrer cela à tout le monde, je te remercie beaucoup. bien sûr. Hem Pour reprendre un peu l'idée, déjà un peu avant, faut savoir que du coup, je m'étais beaucoup isolée de mes proches parce que me sentant incompris, je m'étais complètement isolée, je ne parlais plus à personne et j'étais très seule et même du coup tout seul avec ce qui se passait dans ma tête. Quand, le diagnostic est tombé, tout de suite, il a été proposé à mes parents de participer à du coup, Connexion familiale pour leur permettre de comprendre le trouble, pour, leur permettre de l'appréhender eux-mêmes, d'apprendre certaines choses pour m'aider et c'est vrai qu'on a noté j'ai noté un changement drastique entre avant et après que mes parents aient participé à ce groupe.
Ils étaient plus enclins à m'écouter, ils étaient un peu plus dans la compréhension parce qu'ils ne comprenaient pas avant, mes réactions. Ils comprenaient pas ce qui se passait dans ma tête, pourquoi parfois j'avais j'avais un plomb qui sautait et vraiment, après ça, ils ont commencé à beaucoup plus m'écouter, me laisser l'espace pour parler et ça, c'est quelque chose que vraiment j'avais besoin. J'avais besoin qu'on me laisse pouvoir expliquer ce qui se passait dans ma tête, ce qui se passait dans mon corps, qu'est-ce qui me menait, à avoir de telles réactions. Ça a vraiment ouvert le dialogue entre moi et mes parents, un dialogue qui était cassé depuis des années et qui était complètement laissé à l'abandon. Ça a vraiment tout rouvert et même encore aujourd'hui, quand ça va pas, je suis en capacité de parler à mes parents et de leur dire: «Ça va pas, j'ai besoin de parler, j'ai besoin qu'on m'écoute» et c'est quelque chose de très, très important de se sentir proche et soutenu. Mes parents m'ont beaucoup soutenu, pendant toutes mes hospitalisations, pendant tous mes moments, compliqués parce que vraiment des professionnels de santé ont pu leur expliquer mieux que ce que moi je pouvais faire, forcément puisque je ne comprenais pas bien ce qui se passait en moi et je pense que mes parents, ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'ils se sont pas sentis abandonnés par le corps médical. Parce que oui, moi, je souffrais, j'avais besoin d'aide, mais eux aussi en avaient besoin. Ils avaient besoin d'être entendus, besoin qu'on leur explique, besoin qu'on les accompagne dans mon accompagnement et c'est quelque chose que mes parents ont beaucoup apprécié de la part du docteur Estrik et de son équipe. C'est que vraiment, ils se sont sentis accompagnés, aidés, écoutés et ça leur a vraiment fait du bien et ça en fait, ça a sauvé ma relation avec ma famille et aujourd'hui, si je vais mieux, c'est en grande partie grâce à ça aussi parce qu'aujourd'hui, bah, je ne suis plus seul, il y a mes proches qui sont là pour moi et je suis plus isolé. Donc, je te remercie Aïden et je crois que c'est assez fort ce que tu peux décrire donc à la fois toi, une évolution clinique qui a été favorable et progressivement favorable et qui a été aussi appuyée par une évolution donc de tes parents de leur côté qui sont montés en connaissances, en compétences, qui ont aussi augmenté un petit peu eux leur réseau de soutien et qui donc a permis, notamment la participation de ce groupe, de venir aussi soigner vraiment la relation que vous aviez et donc tu as trouvé que tous ces points-là étaient pour toi des sources favorables ensuite pour te rétablir. Oui, 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 ça vraiment, en fait, on a besoin de nos proches, surtout en plus, on a comment dire? La relation, interpersonnelle chez un borderline est tellement importante que, avoir vraiment, la possibilité d'améliorer la relation avec des proches, c'est vraiment, bon, en tout cas pour moi, ça a été très, très important. Hem et j'ai vraiment on en parle beaucoup avec mes parents et c'est vrai que, voilà, ils me parlent beaucoup de même eux, du bénéfice que ça leur a apporté, en fait, de mieux me comprendre, de pouvoir être présent pour moi parce que c'est vrai qu'ils étaient à part, ils comprenaient pas tout ce qui se passait autour de moi et le pouvoir d'être acteur dans mon rétablissement, ça a vraiment, vraiment été important pour, ma famille et pas juste passif, ne pas être mis de côté. Vraiment, c'est quelque chose que ma famille avait vraiment besoin, en fait, c'était d'être entendu, d'être écouté et puis moi, de retrouver une relation avec ma famille, parce que j'étais complètement en train de m'isoler. J'étais complètement en train de me laisser, seule dans un coin et le fait qu'ils soient là, sachant que je vivais avec eux en plus, c'était vraiment important. Merci beaucoup. Est-ce que Aïden, tu aurais quelques points clés de conclusion sur ton témoignage, peut-être comment on pourrait faire ressortir peut-être disons les axes principaux que tu as l'impression qui t'ont aidé dans ton chemin de rétablissement. Est-ce que tu parviendrais à cibler les choses qui pour toi, et donc c'est quelque chose d'un ressenti personnel bien sûr, que tu as l'impression qui ont eu l'impact le plus fort pour toi dans ton chemin de rétablissement? Hem,
Alors, la première chose qui me vient en tête, c'est d'avoir été écouté et de ne pas avoir été jugé. D'a On m'ait vraiment expliqué que j'avais le droit de ressentir ce que je ressentais et que le problème, c'était pas moi. Hem, En fait, de donner l'autorisation, entre parenthèses, de ressentir de légitimiser ce qu'on ressent, ça a été vraiment très important pour moi qui dénigrait complètement ce que je ressentais parce que je me disais que c'était pas normal. Le fait qu'on m'explique ce qui se passait, qu'on me fasse comprendre, qu'on me donne, vraiment la compréhension de ce qui se passait en moi pour que je puisse mieux lutter, mieux comprendre, mieux appréhender. Ça a été très important aussi et voilà et participer mes proches aussi a été voilà les 3 axes je pense très importants, pour, ma guérison, aujourd'hui. Aujourd'hui, je continue à avancer, avec ces axes. Je cherche toujours, voilà, à me comprendre. Je continue, d'essayer, d'expliquer. En fait, mes proches aussi, sont très présents et heu et c'est vraiment très important parfois quand j'ai des rechutes. C'est là que je me rends compte que la présence de mes proches est très importante pour me permettre de remonter avant de tomber trop bas, parfois. Donc vraiment écouter, légitimiser les émotions, expliquer et heu et voilà et vraiment ne pas laisser les proches, de côté, surtout s'ils sont désireux d'aider, parce que, ben, c'est eux qui vivent tout le temps avec la personne. C'est vrai qu'en tant que professionnel de santé, vous êtes là dans les moments compliqués, dans les hospitalisations, dans les suivis, mais ce qui est vraiment au quotidien, c'est les proches. Donc former les proches aussi, surtout s'ils sont désireux, parce que, c'est vraiment eux qui vont aider au quotidien. Ben, on te remercie beaucoup, Hayden, et je crois que ce que tu as décrit comme axe et qui aujourd'hui t'est tellement utile pour construire en fait une vie qui a du sens pour toi, puisque finalement tu t'es pas arrêté seulement à toi pouvoir améliorer tes symptômes et la sévérité de ce que tu vivais, mais ça t'a aussi permis d'avoir l'esprit finalement plus propice à pouvoir construire des choses et à véritablement profiter de la vie et pouvoir mettre en place une vie en fait, que ça soit sur le plan affectif, amoureux, amical, professionnel, Oui, là, loisirs. sachant qu'il y a oui, il y a quelques années, mon seul projet de vie, c'était de disparaître, on va dire. Je le dis avec le sourire parce que c'est plus le cas aujourd'hui, ce n'est pas drôle, hein, bien évidemment. Excusez-moi, c'est un peu nerveux. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, vraiment, c'était tout ça m'était impossible. Imaginer une relation amoureuse, amie enfin, j'avais des amis, mais c'était les relations étaient quand même compliquées et imaginer avoir un travail, c'était illusoire presque. Et aujourd'hui, bah, comme vous l'avez dit, j'ai une vie, en fait, je vis, j'ai mon appartement, je vis avec ma compagne, j'ai des amis, j'ai des collègues de travail avec qui je m'entends très bien. J'ai des relations saines et qui peuvent durer dans le temps et ça, quand on a une telle instabilité dans les relations, c'est juste, magique parce que, voilà, il y a vraiment quelques années en arrière, tout ça me paraissait impossible et aujourd'hui, je me rends compte que c'est complètement possible, que je peux avoir une vie comme tout le monde et que c'est pas, le trouble est présent, il est là, il peut être parfois embêtant, mais il ne peut pas m'empêcher d'avoir une vie comme tout le monde et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure et qu'il a fallu auquel je crois et aujourd'hui, j'y crois fort. Je suis persuadé que je vais continuer dans cette bonne lancée. Peut-être qu'un jour mais là, voilà, comme j'ai dit, je suis en train d'arrêter le traitement. Peut-être qu'un jour, je vivrai plus sans aucun médicament, que j'arriverai à avoir une vie complètement normale et que ce passage, sera, derrière moi. Alors certainement avec encore, beaucoup d'hypersensibilité parce que je suis né comme ça, mais avec une stabilité, d'une vie que j'ai toujours rêvé et que vraiment je ne pensais pas atteindre, mais qui grâce à l'accompagnement des bonnes personnes, bah, m'est aujourd'hui possible, en fait. On te remercie beaucoup pour ton message d'espoir
aussi pour peut-être d'autres personnes qui pourront t'écouter et voilà, et faire naître l'espoir aussi dans le cœur des professionnels. Tu restes avec nous, Aïden, si c'est OK pour toi, et j'espère que la salle et les gens qui sont présents auront des questions à la fin. C'est OK pour toi? Pas de souci. Encore merci. Donc, sans pause, je crois qu'on va d'une traite cet après-midi. Je vais vous parler un petit peu du modèle, du coup, que n'avait pas encore connu Aïden, mais qui guidait déjà nos pratiques sur le CHU de Nîmes, qui sont voilà, des principes d'intervention précoce et de réhabilitation, notamment pour les jeunes adultes et les adolescents, et qui nous a conduit à donc mettre en place ce modèle adapté à la France, et je vais vous en parler. Donc, bien sûr, on est convaincu, à la fois pour poser le diagnostic et pour agir, que l'âge et la précocité des symptômes, c'est en ce sens-là qu'on parle d'intervention précoce. Il y a bien sûr l'âge, mais il y a aussi dès le début des symptômes, quel que soit l'âge, on a un vrai enjeu de pouvoir attaquer les choses plus tôt, puisqu'on sait que nos jeunes en France, en ce moment, liés bien sûr à la crise Covid, mais c'était déjà le cas avant, et puis on est encore dans une phase un petit peu de post-Covid. Beaucoup de jeunes vont mal et donc nécessitent nos interventions, bien sûr dans le trouble borderline, mais aussi dans d'autres troubles, avec notamment l'impact du potentiel suicidaire qui reste élevé et qui nous préoccupe. Finalement, le message d'espoir d'Aïden, il est très important, puisque je crois qu'il faut pouvoir se le dire aussi. Aïden, il nous le dit bien. Le trouble borderline, c'est un trouble qui peut se stabiliser avec le temps. C'est un trouble qui peut se traiter aussi avec le temps, mais pas au sens médicamenteux. Et je crois que ça aussi, c'est une perspective d'espoir que tu nous donnes et qu'on te remercie, Aïden. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de dire que le pouvoir prendre en soin des personnes qui présentent ce trouble borderline, c'est pas une question d'expert. Même si on sait que pour tous les cliniciens, c'est un vrai challenge clinique, c'est déjà de le reconnaître et puis d'essayer d'intervenir. Et puis, c'est un vrai challenge thérapeutique, bien sûr. Mais malgré tout, ça ne doit pas être une question d'expert. Et donc, il est vraiment important, me semble-t-il, que le plus grand nombre de cliniciens puissent vraiment monter en connaissance et en compétence autour de ce trouble-là pour dispenser des soins un petit peu partout sur notre territoire euh, de bonne qualité et qui soient bien sûr en adaptation, en cohésion des besoins des personnes concernées. Comme je vous l'ai dit, la taille d'effet des psychothérapies, bien sûr, elle reste la plus élevée aujourd'hui, mais elle est parfois décrite comme modeste, avec effectivement un fort taux d'abandon de la thérapie ou de non-inclusion, hein, parfois pour les patients les plus jeunes ou les plus sévères. On voit bien que c'est une tranche d'âge de patients qui n'a pas accès à de la psychothérapie ou très difficilement ou difficilement en autonomie aussi. Et on voit que ça représente une quantité de thérapeutes, en moyenne plus de 6 par patient, donc qui est très élevée pour pouvoir obtenir donc une réduction des symptômes. Et d'autre part, effectivement, c'est vrai que c'est un des points que l'on pourrait discuter et ouvrir la discussion, c'est qu'effectivement, réduire les symptômes, c'est important, bien sûr. Mais c'est peut-être aussi important de travailler cette insertion dans la vie. Et donc, il y a des équipes qui se sont basées en priorité sur cela, sur ces principes-là de rétablissement de la personne et donc de réhabilitation psychosociale, et qui ont montré que par la stabilisation de la vie, en fait, il y avait une stabilisation clinique qui s'instaurait derrière et que c'était peut-être plus judicieux, plus rentable, plus rapide et plus efficient de s'attaquer d'abord à cette stabilisation de la vie pour que d'elle-même, derrière, ça entraîne une stabilisation clinique sans que ce soit forcément le premier axe d'intervention. Et je trouve cette piste de compréhension assez intéressante. Donc finalement, on pose la question aujourd'hui de pourquoi pas chercher d'abord à améliorer la trajectoire fonctionnelle. Déjà, être bien conscient qu'on a une nécessité de réduire nos interventions qui sont parfois iatrogènes. Et ça, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tabous, hein, on ne se le dit pas assez entre cliniciens, mais c'est important. Nous avons des interventions qui sont iatrogènes et qui sont délétères pour les patients, et promouvoir des comportements qui seraient donc plus adaptés et qui pourraient leur permettre d'aller dans ce chemin de rétablissement.
Donc, il y a des équipes à l'international, notamment les équipes du professeur McGorry, du professeur Shannon en Australie, qui s'intéressent à cette possibilité de prendre en charge précocement les jeunes, notamment, sans forcément de question du diagnostic qui décide à la base de tout ça. Et donc, ils ont une approche véritablement transdiagnostique et qui est basée sur un clinical staging, c'est-à-dire plus un continuum de sévérité des symptômes et donc avec une réponse qui va être basée plutôt sur une sévérité globale que sur véritablement un diagnostic. Et ça, c'est probablement un axe assez intéressant, ce qui permet aussi à ces équipes-là d'avoir une conception du trouble de la personnalité beaucoup plus ouverte avec une compréhension tout à fait possible de co-occurrence de premiers épisodes psychotiques et de troubles de la personnalité borderline, ce qui chez nous est encore parfois difficile à comprendre sur le plan du concept, ou en tout cas pas partout, mais qui leur permettent d'observer les symptômes avec un œil ouvert. Qui nous permet aussi, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir s'intéresser, bien sûr, au diagnostic, non pas pour enfermer, mais pour donner du sens, comme on le disait, et pouvoir donc ensuite déployer les interventions qui vont avec selon donc la précocité des symptômes, bien sûr l'âge, mais aussi donc ce niveau-là de staging, ce continuum graduel de sévérité qui nous permettrait peut-être de mieux cibler les soins à proposer. Donc l'intervention précoce dans le trouble de personnalité borderline ne nécessite pas obligatoirement de psychothérapie spécialisée. Déjà, poser un diagnostic précoce permettrait vraiment une application rapide de premiers soins, de première ligne, simple et efficace. Et d'autant plus si, bien sûr, on est dans cette ambiance, dans cette culture d'intervention précoce, de soins adaptés aux jeunes, de détection précoce, et qu'on est ouvert, bien sûr, à prendre en charge d'autres types de co-occurrences et de comorbidités. Finalement, on revient aussi à des soins qui peuvent être considérés comme des soins généralistes en santé, que ce soit des soins de santé physique, de santé mentale ou de santé sociale, un peu indépendants les uns des autres et qui, tous combinés, permettent d'arriver au mieux à cet espoir de rétablissement. Et puis, ça repose aussi sur des compétences psychosociales, j'ai envie de dire partagées par tous, telles qu'elles sont décrites donc par l'OMS comme des déterminants donc individuels de santé mentale qui sont bien sûr à favoriser, à renforcer dès l'enfance, comme apprendre à savoir prendre ses décisions, avoir une pensée créative, savoir réguler ses émotions, avoir conscience de soi, savoir communiquer efficacement, savoir résoudre des problèmes, avoir une pensée critique, gérer son stress, avoir de l'empathie et développer une habileté dans les relations interpersonnelles. Donc ce sont des fondements qui sont simples et qui sont partagés par tous. Et puis, on sait qu'on a une culture française forte de cette réhabilitation psychosociale aujourd'hui. Je citerai bien sûr tous les travaux des équipes et du professeur Nicolas Franck sur Lyon et puis de notre collègue Nicolas Rento, qui était donc un ancien Montpelliérain et qui aujourd'hui s'est déplacé dans des territoires d'Annecy, dont je vous conseille de lire le livre Soyez Réhab pour vous inspirer si vous n'y êtes pas familier, de cette culture de réhabilitation psychosociale qui met la personne au centre de son rétablissement et qui prend une vision véritablement globale, à la fois sur le plan fonctionnel, sur le plan social et sur le plan clinique, de tous les axes à cibler pour pouvoir se sentir peu à peu dans la voie de ce rétablissement. Ces principes-là de réhabilitation psychosociale, ils s'axent aussi sur des nouvelles missions des équipes soignantes et notamment ce case management, cette gestion de cas ou cette coordination de parcours qui est bien sûr déployée finalement pour tout type de troubles hein, dans des centres réhab partout en France, mais pour lequel on voit que une difficulté hein, de leur expérience à prendre en charge des personnes avec troubles de la personnalité, notamment borderline, et donc qui probablement nécessiterait d'adapter un petit peu les pratiques avec les spécificités, notamment relationnelles des troubles de la personnalité. Sinon, avec cette posture un petit peu méta, hein, de compréhension un petit peu méta de ce qui se joue dans la relation,
Sinon, on voit bien les écueils relationnels qui sont déjà observés dans les équipes de réhab qui tentent de faire au mieux, mais qui parfois sont également en grande souffrance. Donc, nous, c'est le constat qu'on avait fait, c'était notre besoin clinique sur Nîmes, de se dire, mais en fait, on a une population principalement de jeunes adultes avec un niveau de sévérité élevé, qui donc sont souvent hospitalisés, passent souvent par les urgences et pour lequel on a une difficulté de mettre en place des interventions. Et donc, on a cherché des modèles existants qui existaient parce qu'on se dit, ben, on ne va pas construire quelque chose. On voit bien qu'il y a des centres de réhab qui fonctionnent très bien, qui font un travail spectaculaire, mais pour autant, ils sont très en difficulté avec ces spécificités relationnelles dans le trouble de perso. Et on s'est dit, il faut qu'on trouve quelque chose et on s'est intéressé à ce qui se passait ailleurs. Et effectivement, il y a d'autres modèles, dont le modèle HYPE, qui veut dire Helping Young People Early, qui s'intéresse à cette manière d'adapter le case management aux jeunes avec troubles de la personnalité et qui donc permettrait voilà, de prendre en compte aussi cet aspect relationnel un petit peu spécifique. Donc, dans cette gestion de cas qui est personnalisée, bien sûr, qu'est-ce qu'on va prendre en charge? Les soins psychiatriques généraux, mais on va aussi s'intéresser à d'autres thématiques qui sont importantes pour la construction de la vie, l'hébergement, les projets de scolarisation, d'emploi, tout le champ du handicap, les interactions avec la famille, bien sûr, aider dans la coordination avec d'autres types d'équipes, d'autres types de soins liés à des co-occurrences, des comorbidités somatiques, etc. Essayer de voir aussi pour aider à l'organisation, la planification, l'autonomisation de la vie quotidienne. Et puis, bien sûr, il y a un aspect aussi de gestion de la crise suicidaire qui est un petit peu inhérente et qui n'est voilà, pas forcément aussi représentée que pour d'autres types de pathologies psychiatriques. Ce modèle-là, il s'axe aussi bien sûr sur un modèle de pérédance que l'on sait au cœur aujourd'hui de l'efficience des soins que l'on peut proposer pour aider les personnes à pouvoir bénéficier de ces témoignages comme l'a fait Aïden aujourd'hui, pouvoir créer aussi un réseau de l'espoir, du soutien et que tous ces pères aidants et médiateurs en santé père puissent progressivement accéder à nos structures de soins et pouvoir travailler en coopération avec eux. Dans ces équipes aussi de case management, il y a la nécessité de regarder l'axe du job coaching, du conseil en insertion professionnelle pour essayer d'établir les plans d'accès ou d'insertion ou de réinsertion vers l'emploi et donc qui paraissent centrales dans ces équipes-là pour pouvoir avoir véritablement une efficacité dans la construction de la vie scolaire ou professionnelle. Et donc finalement, je parle du jeune, mais bien évidemment, le trouble borderline n'est pas que concerné dans cette tranche d'âge de 15-25 ans, mais comme on parle d'intervention précoce, je parle de jeunes principalement. Le jeune doit être au centre, acteur de ses soins, bien sûr, pour viser l'empowerment. Il doit être entouré, et c'est aussi ça la puissance du témoignage d'Anden, de dire que c'est important de pouvoir inclure les familles, même pour les gens qui sont majeurs, lorsque la famille a ce besoin de compréhension, de monter en compétence aussi. Il me semble vraiment important qu'on puisse ouvrir nos possibilités aujourd'hui pour proposer ces soins-là. Et bien sûr, travailler la motivation du jeune, notamment la motivation au changement, puisque c'est véritablement ça qui va être déterminant pour lui. Et bien sûr, tout l'aspect de validation qui est important, donc d'écouter, d'avoir cette empathie, d'apprendre à valider les ressentis, l'émotion et la souffrance, de légitimer, ce qu'a pu aussi vous témoigner Aïden, qui a été clé dans son parcours. Donc HYPE, Helping Young People Early, c'est un programme qui est développé depuis plusieurs dizaines d'années à Melbourne, en Australie, dans ce groupe d'Origine Spécialiste Programme que vous pourrez regarder. Ils ont un site internet qui est très bien construit. Et ils se sont donc spécialisés dans cette intervention précoce des jeunes adultes, à peu près dans cette tranche d'âge de 15-30 ans. Un petit peu en transdiagnostic aussi, même si bien sûr la branche d'origine initiale, c'était bien sûr pour les premiers épisodes psychotiques et les troubles thymiques émergents. Et ils ont fait une branche HYPE aussi pour pouvoir inclure les jeunes présentant des troubles émotionnels borderline. Et il y a quelques années de cela, je suis tombée sur cette étude qui avait été publiée dans le JAMA Psychiatrie et donc de leur équipe et qui montrait donc une
grand pool de patients, à peu près 140 qui avaient été randomisés avec un âge moyen à 19 ans, ce qui est assez fort pour ces études comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'études dans la littérature qui présentent des spécificités des troubles borderline, mais pas si jeunes, plutôt dans les alentours de 30-35 ans, qui étaient récemment diagnostiqués, qui n'avaient pas auparavant eu d'autres lignes de traitement et qui comparaient cette intervention HYPE, c'est-à-dire cette intervention de case management spécifiquement adaptée, donc avec cet enjeu relationnel spécifique et mis en place dans des équipes de réhab plus classiques, et qui comparait ce HYPE avec donc HYPE plus leur type de psychothérapie qu'ils délivrent beaucoup à Melbourne, c'est thérapie cognitive et analytique. C'est un type de psychothérapie qui n'est pas forcément la plus représentée en Europe aujourd'hui. Peu de thérapeutes qui sont formés à la CAT. Toutefois, c'est le modèle qui est le plus prépondérant en Australie aujourd'hui. Donc, ils comparaient HYPE plus CAT avec HYPE plus un modèle, ce qu'ils appelaient Be-Friendly, c'est-à-dire un modèle de tout le personnel soignant qui était présent, qui était sympathique, qui était empathique, qui était agréable, mais sans forcément d'intervention psychothérapeutique spécifique. Et puis un modèle de soins d'intervention précoce un petit peu plus général avec ce Be-Friendly. Et en fait, ce qui ressort de cette étude, c'est que le modèle HYPE, bien sûr, était donc statistiquement significatif, supérieur à un type d'intervention lambda, ce qu'on pourrait retrouver, nous, dans un type d'intervention en CMP, par exemple, lambda. Donc, le modèle spécifique HYPE était supérieur, qu'il soit ou non accompagné d'un type de psychothérapie spécifique. Et c'était ça la puissance de cette étude qu'ils ont menée, c'est-à-dire, voilà, eux, leur cheval de bataille en Australie, c'est vraiment de dire l'intervention précoce avant tout. Et ce modèle-là, il est peut-être pour cette tranche d'âge-là, avec ce niveau de sévérité aussi de ces jeunes-là, tout du moins aussi efficace que des axes de psychothérapie. Donc, les principes fondamentaux de ce modèle, c'est vraiment de pouvoir penser à une prévention indiquée, puisqu'ils ont à cœur de pouvoir agir à partir du moment où on a posé le diagnostic de trouble borderline, bien sûr, mais de pouvoir aussi agir sur des jeunes, notamment en subsyndromique, c'est-à-dire qui auraient quelques critères, par exemple euh, autour de 3 ou 4 critères, mais pas les 5 nécessaires sur 9 pour pouvoir poser le diagnostic sur le DSM, mais il propose quand même des soins et il se déploie quand même, et ça c'est une vision assez intéressante. D'autre part, c'est une vision qui est basée sur l'approche un petit peu plus dimensionnelle du trouble de la personnalité borderline, qui prend en considération véritablement toutes les comorbidités et les co-occurrences et qu'il n'y a pas de critères d'exclusion, qu'il y ait des consommations, des troubles du comportement alimentaire associés, du TDAH, etc. Autres, voilà, est ouvert pour profiter aux soins. Et donc, cette possibilité d'agir même pour des jeunes en sous-seuil, ça permet d'éviter le débat de savoir est-ce qu'on a posé le diagnostic, pas posé le diagnostic, on n'est pas sûr. Voilà, il y a souffrance émotionnelle, il y a souffrance relationnelle, il y a impulsivité. Même si on est sous-seuil, on peut proposer des soins à tous ceux qui se présentent pour en recevoir plutôt que d'être dans une logique de sursélectionner. Et puis, bien sûr, de l'intervention précoce. Ça, c'est la part syndromique du travail et qui, bien sûr, repose sur parfois la passation d'entrevues qui sont parfois nécessaires quand on a besoin d'aller plus loin. Donc, c'est un modèle de soins de haute qualité qui est indépendant d'un modèle de psychothérapie, même si eux, ils ont un modèle de psychothérapie qui est plus représenté chez eux. Ils ont été très soutenants envers nous en disant nous, personne n'est formé à la CAT, on ne compte pas de thérapeutes non plus en France formés à la CAT. Donc, si on ramène le modèle HYPE en France, on ne pourra pas le ramener avec la CAT. Et ils ont été très ouverts et très soutenants là-dessus en nous disant on serait très intéressés de pouvoir voir comment ce modèle d'intervention précoce et de rétablissement pourrait être adapté avec un autre fondement aussi psychothérapeutique. Et c'est vrai que nous, sur Nîmes, on est beaucoup plus nombreux à être formés à thérapie dialectique et comportementale, un petit peu moins à la mentalisation et donc, et bien sûr au TCC. Et donc, on leur a dit, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on fasse une adaptation en France d'un modèle HYPE basé sur les TCC émotionnels et TCD? Et ils ont été ravis et on a obtenu donc un appel à projet pour mettre en place cela. Ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas un autre type de psychothérapie cachée, c'est vraiment un modèle qui pourrait être mis en place par tout type d'équipe,
notamment tout type d'équipe de réhab, quels que soient finalement les modèles de psychothérapie qui pourraient être déployés et proposés en fonction du besoin de la personne et qui aussi reposent sur un langage commun avec la psychothérapie bien sûr et avec tout type d'intervenants, même non spécialisés en psychothérapie, pour que tous ces aspects de la prise en soin puissent convenir à une approche d'équipe de manière large. Ce qui est important aussi dans le langage, c'est que comme il y a une priorisation un peu spécifique de ces aspects relationnels, parfois il peut y avoir des divergences dans les besoins entre ce qu'exprime le patient et ce que le clinicien souhaite ou voilà, ou se sent le devoir d'intervenir. Et ben, une des priorités, c'est la posture relationnelle, notamment des cliniciens qui vont être dans l'équipe. Donc, on va nommer tout ça, on va prendre en compte ces divergences, on va pouvoir les expliquer et on va essayer de promouvoir la discussion, la conscience un petit peu de cette collusion possible avec les tendances relationnelles qui pourraient être dysfonctionnelles des patients. Donc, ce que je vous disais un petit peu, ces postures méta qu'on va essayer de vraiment travailler au quotidien. Et il n'y a pas de contrat comportemental, donc les patients ne sont pas forcés de venir au rendez-vous, et cetera. Mais par contre, quand on voit effectivement que, se jouent des choses qui ne vont pas dans le sens, de leur établissement, on le discute, on le pose et donc ça évite finalement la provocation et la lutte, que l'on voit beaucoup pour garder le contrôle et cetera. Donc on discute les enjeux lorsqu'ils se présentent au moment de la phase du travail, qui se présente, et ça fait partie des points à travailler. Et puis c'est un traitement qui est donc adapté aux patients et le modèle est vraiment fait pour que ça soit le traitement qui s'adapte au patient et pas le patient qui s'adapte au traitement disponible sur, tel ou tel territoire. Donc on voit aussi que la nature propre de ce trouble de personnalité borderline rend irréaliste l'attente que le jeune va s'organiser pour venir, par exemple, au rendez-vous ou qu'il va s'organiser pour venir à l'heure, en tout cas dans les premières phases du traitement. Et donc il y a une adaptation aussi, qui est faite, de notre part pour pouvoir rendre accessibles les soins, d'où le côté mobile, de pouvoir, voilà, dispenser des soins sur le lieu, de la scolarité ou du travail, à la maison, en visite à domicile ou dans d'autres lieux de loisirs et cetera notamment. Tout ça, ça vise à augmenter la capacité d'auto-soin bien sûr et d'autogestion puisque c'est véritablement ça qui va être ciblé, donc acquérir bien sûr les, principes partagés par tous de plan de sécurité, safety plan et cetera pour véritablement que le jeune acquiert petit à petit ses capacités d'auto-soin et d'autogestion. Et bien sûr, on a des attentes et une tolérance, bien sûr, aussi vis-à-vis des comportements de mise en danger, hein, de tout type d'automutilation et cetera, puisqu'on va les ajuster au fil des phases d'intervention, avec bien sûr un focus sur la sécurité, bien sûr, du jeune, mais aussi des équipes. Et c'est une approche donc qui est flexible dans les temps et dans les lieux des rendez-vous, c'est-à-dire dans la quantité d'intervention et dans la où est-ce qu'on le dispense, qui est transparente puisqu'en fait, il y a aussi voilà, on a bien conscience des processus qui se jouent, on pose les règles aussi, d'action et donc on essaye de faire de la promotion de l'engagement et de la responsabilité, des jeunes. Donc bien sûr, en phase initiale, le suivi va être beaucoup plus actif, donc on va pouvoir l'appeler, on va pouvoir faire des visites à domicile, on va véritablement essayer de cibler les obstacles à son engagement, à sa participation. On va dialoguer pour encourager le changement et puis petit à petit, on va beaucoup plus travailler sur un équilibre entre bien sûr ce qu'on peut préconiser dans la prise en charge, mais aussi ce qu'on va plutôt essayer de travailler sa responsabilisation dans les soins et donc au début, on va être beaucoup plus actif et puis petit à petit, on va essayer de retrouver cet équilibre, donc entre préconisation et responsabilisation du jeune. Ce sont des outils qui sont intégratifs, hein, qui piochent de différentes pratiques, à la fois sur la posture relationnelle, sur l'approche réflexive, sur pourquoi et comment, j'ai des problèmes relationnels qui émergent, qui reviennent sans cesse. Une approche psychologique, bien sûr, où on aide à la reformulation, on cherche le consentement du jeune, on valide, on travaille la motivation, on évite les clivages et cetera. Ou bien sûr, il y a tout un travail de psychoéducation, hein, auprès de tous, auprès des équipes partenaires, des jeunes, des familles, et cetera. De la gestion de cas donc proactive, collaborative, où on cible des objectifs précis en fonction de ce que le jeune a besoin. On focus là-dessus et on essaye de faire reprendre au jeune un rôle, social, avec un projet de vie qu'il construit et qu'on essaye de l'accompagner pour mener avec un engagement absolument central des familles, de tout type de proches ou de tout type de partenaires du quotidien qui est motivé pour intégrer la prise en charge. Ça, c'est vraiment au cœur du dispositif aussi.
Et ce qui est important, c'est que les soins psychiatriques généraux sont intégrés dans la même équipe. On évalue, on traite les comorbidités, tout ça, ça fait partie du plan du traitement global par la même équipe, ce qui évite les fragmentations. Voilà, comme ça, on évite d'augmenter le nombre d'intervenants et donc d'augmenter le potentiel de communication contradictoire, parfois de jeux de clivage qui peuvent se faire. Mais on a aussi, bien sûr, la possibilité de travailler, bien sûr, en partenariat avec les équipes qui, parfois, ne sont pas tout faire sur place et donc, ils sont... voilà, mais on travaille la coordination vraiment rapprochée. Je crois que je vous ai dit le plus important de cette diapo. C'est un traitement, du coup, qui est limité dans le temps et qui se veut intermittent. Donc, on donne accès donc, à ces soins hospitaliers qui sont brefs, où on essaye activement, vigoureusement de promouvoir l'engagement, où on met en application les objectifs du jeune dans le sens de vivre une vie remplie et fonctionnelle pour lui, et où dès l'entrée dans le programme, on va déjà travailler sur la fin que l'on convient ensemble après une période que l'on a définie. Donc c'est vrai que le modèle australien se base sur un temps d'intervention qui est en général limité entre 16 et 21 séances de case management. Donc c'est à peu près une durée d'intervention de 4 mois. Nous, comme on n'avait pas de modèle français pour nous aider à mettre en place, on a décidé pour le début de Hype France à Nîmes, on serait un peu plus souple et on mettrait peut-être pas cette limite d'intervention à 21 séances, mais par contre, on se met d'accord sur une durée d'intervention. Et là, on est à peu près à 10 mois de fonctionnement et on a déjà effectivement une grande majorité des suivis qui ont pu donc se terminer. Et c'est ça qui nous ravit, c'est de voir que ce modèle, effectivement, en pratique, même en France, il peut être fait. Et donc, c'est important. On a, comme je vous disais tout à l'heure, une vraie volonté de lutter contre le potentiel iatrogène que l'on pourrait avoir, et dans la quantité des soins proposés, et parfois dans le faire à la place du jeune, parfois d'en prendre des décisions à la place du jeune en ce qui concerne les hospitalisations, etc. Donc, dans la prescription des médicaments aussi. Donc, on essaie d'avoir cette posture. Avant tout, on évite de nuire de la même manière, hein, dans la manière dont on relationne avec lui, pour travailler aussi cette peur de l'abandon anticipé, tout ça. Donc, on travaille le réseau avec tous les services de santé, bien sûr. Et lorsque le temps d'intervention est terminé, la porte est ouverte pour la suite. S'il y a un nouveau projet, s'il y a de nouvelles choses à travailler par l'avenir, le jeune peut refaire appel et on refait un cycle dans ce modèle HYPE, ce qui permet aussi d'avoir plus grande capacité pour nous d'accueillir dès les premiers symptômes, et même en sous-seuil, on a toujours une capacité de prise en charge suffisante puisque c'est un modèle qui n'est pas un modèle sur plusieurs années. Donc ça, c'est le modèle, les principes fondamentaux, voilà, qui peut être limité dans le temps, donc soit aux alentours de 4 mois parfois, soit autour de 6-9 mois, avec une phase d'entrée, une phase de travail, et puis une phase progressivement de diminution des soins avant l'arrêt de la thérapie. C'est un modèle donc qui n'est pas centré sur un type de psychothérapie. À Nîmes, on a plusieurs types de psychothérapie que l'on propose. Bien sûr, on n'est pas exhaustif, mais on essaye plutôt de... C'est pas la règle, c'est pas la base. Et on propose que si le jeune, on voit que si ça colle aux besoins, si c'est sa demande, eh bien, on propose en plus ce modèle-là s'il le souhaite, de la même manière pour les familles, connexion familiale et aussi également, bref, Léo, etc. Donc, c'est une approche qui est centrée sur le relationnel pour l'équipe, pour le jeune, pour les partenaires. On travaille vraiment cette posture. Et bien sûr, sur des interventions psychosociales, comme je vous expliquais, donc avec le case management, la pérédance et le job coaching. Donc, c'est une approche qui est relationnelle, qui est intégrative, qui est réflexive et qui est collaborative. Donc, dans cette approche relationnelle, quelles sont un petit peu les étapes clés pour nous? C'est de mettre en place une alliance, une écoute active, une compréhension des schémas relationnels qui sont problématiques pour le jeune, un espace de validation, d'espoir, et ensuite le travail pour la motivation au changement. On établit une bonne relation de travail avec le jeune, avec sa famille, les partenaires du quotidien et tous les partenaires du soin qui gravitent autour. On se met d'accord aussi sur le langage commun, ce qui inclut finalement l'évaluation initiale, le ou les diagnostics, la psychoéducation qui est très importante. Et on développe un plan de gestion collaboratif
avec notamment bien sûr le plan de sécurité de gestion des crises et des risques, mais aussi les objectifs fonctionnels et les objectifs en termes de psychothérapie optionnelle s'il y en a. Et dès le début, on travaille aussi les fins de suivi et les réorientations. Donc cette mise en place de Hype France à Nîmes, elle a été possible donc par finalement notre découverte de ce modèle australien, mais aussi par l'expérience de notre chef de pôle, le docteur Aurélie Chandrin, qui s'était déjà inspirée d'Origène pour pouvoir monter cette première branche dans les premiers épisodes psychotiques et les troubles thymiques émergents, et également d'initiatives type Psytruck qui nous permettent aussi aujourd'hui d'aller vers les jeunes avec des psytrucks, des trucks de santé mentale, et où on va dans des places de village, devant les arènes de Nîmes, sur l'esplanade, mais aussi devant des IUT, des facultés, etc., pour essayer vraiment de favoriser cet aller vers les jeunes, donc avec des consultations sans rendez-vous et voilà, une équipe entière du Psytruck qui travaille chez nous à cela. Donc, nous avons obtenu pour Hype France un FIOP en 2023. On a réussi à monter l'équipe en septembre 2024. Je vous montre aussi la petite photo avec Aiden quand on a pu monter l'équipe. On a eu la chance de pouvoir faire un petit peu de com initialement et on avait pris Aiden à Énergie pour pouvoir parler un petit peu de ça aux jeunes. Et puis, on a eu la chance l'année dernière pour venir inaugurer notre centre d'accueillir Andrew Shannon de Melbourne. Et à ce propos, j'en profite pour vous redire que l'équipe d'Origène et de Hype reviendra cette année en France à Montpellier le 12 septembre pour la conférence de la Phérépsie sur l'intervention précoce, donc avec le professeur Patrick Magory et le professeur Andrew Shannon qui nous font l'immense honneur de leur venue le 12 septembre à Montpellier pour la journée de la Phérépsie, intervention précoce. Je vous encourage, si vous êtes dans le coin, à venir avec nous. Voici mon équipe de Hype France de Nîmes avec donc 2 infirmières case manager, Mme Guérard, Mme Bernard, Mme Zornig, job coach de notre équipe, Alice Rousset, neuropsychologue de notre équipe et également psychologue clinicienne, et Chloé Ladmiro, psychologue clinicienne. Et nous avions Mme Berken qui était père et proche aidante et nous cherchons actuellement à recruter un autre temps de père et proche aidant et mon temps de psychiatre. Je me permets aussi de faire un petit clin d'œil à une patiente partenaire qui travaillait avec nous, qui a pu monter sa boîte de graphisme qui s'appelle Atelier Ton sur Ton et qui nous a aidé avant même l'obtention de ce travail à designer tous les jolis logos et dessins que vous voyez dans ces diapos. C'est donc issu de la boîte de graphisme Atelier Ton sur Ton que vous pouvez solliciter pour si vous avez des initiatives en santé mentale. Donc, notre équipe Hype France, on accompagne, nous, des jeunes entre 16 et 25 ans en priorité. On a aussi une possibilité, quand des premiers symptômes ou des sous-seuils sont présents, de prendre en charge, bien sûr, ou avant 16 ans ou un petit peu après 25 ans, en fonction des possibilités là, de l'équipe. Donc, on intervient à partir du moment où il y a souffrance émotionnelle émergente ou relationnelle émergente, même si c'est sous seuil, ou à partir du moment où, effectivement, il y a déjà eu un trouble de la personnalité borderline qui a été posé. On n'a pas de critères d'exclusion en termes de comorbidité possible, ni en termes d'autres types de comorbidités psychiatriques, niveau d'intelligence, etc. On n'a pas de limite, donc on n'a pas de critères non plus. De la même manière, l'instabilité suicidaire, ce n'est pas un critère pour nous d'exclusion. Et on essaye aussi de pouvoir, en fonction du besoin, proposer des groupes de thérapie dès 12 ans, ainsi qu'aux familles. Et donc, on a une offre comme ça un petit peu hybride sur le CHU de Nîmes. Donc ça, je vous ai déjà un petit peu proposé. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est qu'on essaye de proposer aussi des soins par kétamine. J'espère pouvoir aussi ouvrir à de la possibilité d'utiliser d'autres psychédéliques dans l'avenir. En tout cas, aujourd'hui, on a aussi une pratique de soins tournée pour la gestion de la crise suicidaire sur la kétamine. Et tout ça, c'est tout à fait OK de pouvoir utiliser des soins à la fois innovants et à la fois multiples dans Hype. Ce n'est pas un modèle exclusif. Donc, les mots-clés, c'est détection, intervention précoce, psychothérapie selon le besoin et axe de réhab avec le jeune au centre.
Ça, je vous en ai déjà parlé. Le parcours patient dans Hype, ben, on avait vraiment à cœur de pouvoir aussi faciliter l'accès aux jeunes. Donc, il n'y a pas besoin d'adressage médical. Le jeune peut s'adresser lui-même, la famille peut adresser n'importe quel partenaire du quotidien, les éducateurs de l'ASE, de la PJJ, les psychologues et les psychiatres libéraux, les médecins généralistes, etc. Tout type de personnes qui interviennent, qui gravitent autour du jeune peuvent adresser, si le jeune, bien sûr, a envie de travailler avec nous. On prend un premier contact, on fait une consultation de screening pour, parfois qui dure plus 3 ou 4 consultations pour, faire l'état des lieux un petit peu, bien sûr, de la symptomatologie, mais aussi des besoins et des objectifs. Ensuite, on voit un petit peu comment le jeune, il veut étalonner, les soins, qu'il souhaite, des soins spécialisés, psychiatriques, autres, voilà et on voit un petit peu ce plan d'action ensemble. On met en place, s'il le souhaite, des axes de psychothérapie. On met en place, s'il le souhaite, de la gestion de cas, donc ce case management personnalisé, l'implication de la famille et on discute déjà dès le début de la fin du programme. Donc bien sûr, dans notre modèle, ben, on va travailler le rester en vie, c'est-à-dire toute la partie gestion de la crise. C'est pas que de la crise suicidaire, on fait aussi des plans d'action pour des crises émotionnelles et des crises relationnelles. On permet d'accéder à des soins qui sont structurés et qui sont validés, donc plutôt en ambulatoire et en mobile. Et puis on travaille le mieux vivre avec véritablement cette possibilité d'accéder à des soins de réhab. Voilà, donc les clés pour nous du rétablissement dans les troubles émotionnels borderline, un petit peu ma diapo de conclusion, c'est cette intervention précoce, le fait de pouvoir mettre en place des, des- des soins spécifiques pour la gestion de la crise, d'autres types de soins dédiés en termes de validation émotionnelle, psychothérapie intégrative, renforcement de l'estime de soi. Le modèle spécifiquement d'accompagnement personnalisé en case management qui inclut tous les partenaires et l'entourage et la co-construction d'un projet de vie pour lui qui s'inscrit dans la stabilité et dans ses valeurs. Donc c'est un petit peu la même chose que ce que je pouvais vous dire. On est aussi bien sûr très soutenant et on remercie beaucoup Connexion Familiale de pouvoir aussi voilà, nous aider dans la perpétuation de nos liens avec eux, ainsi que l'UNAFAM, bien entendu, pour le soutien aux familles, et donc les programmes Bref et Léo que nous dispensons également. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je crois que ça nous laisse une petite demi-heure de questions et nous sommes avec Aïden à votre disposition. Merci beaucoup.